السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزهو الفلاون، صحة فطوركم، صحة رمضانكم. J'espère que vous allez bien. Donc c'est un premier live que je fais aujourd'hui sur TikTok. À vrai dire, c'est un live spécial car je vais rendre hommage à trois personnes. Donc à une personne qui est mon grand-oncle, le Hajj Mohamed Hussein, qui est décédé aujourd'hui à l'âge de 95 ans. La deuxième personne à laquelle je vais rendre hommage, c'est aussi une personne qui est décédée et qui est un très grand journaliste algérien qui s'appelle Zohir Aberken, Rabbi Rahmo, qui a été enterré aujourd'hui à Alger. Un homme d'une grande sagesse, aussi d'un grand cynisme, mais qui était aussi d'une grande sincérité. Il est mort à l'âge de 60 ans. Et la troisième personne à laquelle je voudrais rendre hommage ce soir, c'est un grand homme de presse et un grand homme de cœur français. Il s'appelle Jean-Yves Le Fur. Il est mort lui aussi à 59 ans, il y a 3 jours à Paris, au retour d'un voyage en Chine. Et je vais vous dire ce soir les raisons pour lesquelles j'ai souhaité rendre hommage à ces trois personnes. Alors la première personne, c'est mon grand-oncle, donc c'est le Widam Shibani Rabbi Rahmou, qui s'appelle Hajj Mohamed Hussein. C'était un homme d'une grande sagesse et je vais vous dire pourquoi. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 2 ans, il venait de sortir de l'hôpital et je lui avais dit, comme on dit dans le dialecte algérien, Rabbi Shafik, donc Dieu te donne la santé, et je lui dis Rabbi Toul fi umrak, c'est-à-dire que Dieu te donne une vie encore plus longue. Et que m'a-t-il répondu? Il m'a dit non. Bzef aliya. Il m'a dit non, ça me suffit. Ça me suffit. J'ai pas besoin de vivre davantage. Et sa réponse, elle m'avait marqué. Elle m'avait marqué pourquoi? Parce que je me suis toujours dit que les personnes âgées en veulent toujours plus. Parce qu'il était debout, il marchait normalement, il mangeait normalement, il dormait normalement, et pourtant il m'a dit, ça suffit. Et pour moi, c'était vraiment le symbole de la sagesse absolue. Car quand une personne âgée vous dit, ça suffit, je ne veux plus vivre davantage, en gros, je ne veux plus occuper l'espace qu'il y a sur Terre, je ne veux plus embêter mon entourage, ma famille ou mes amis, je ne veux plus être un poids pour mon entourage quand bien même il n'était pas un poids. Et je me suis dit, si tous les hommes, toutes les femmes sur cette terre avaient cette sagesse de mon grand-oncle, je crois qu'on aurait moins de difficultés, moins de problèmes à résoudre sur cette terre. Et cette sagesse, on aimerait la voir dans tous les domaines, dans le domaine familial, dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans le domaine politique, dans le domaine diplomatique. Cette sagesse, elle est très importante, car elle signifie, pour tout un chacun, qu'il y a un moment donné où on doit dire « ça suffit ». Vous savez, dans la scène politique algérienne, lorsque je m'y suis engagé en 2013, j'avais dit que j'allais m'engager pendant 20 ans. J'ai pas dit 25 ans, j'ai pas dit 30 ans, j'ai pas dit jusqu'à mon dernier souffle, j'ai dit 20 ans. Car je considérais à ce moment-là, où j'avais 41 ans, que 60-61 ans, c'était l'âge maximal pour entreprendre un projet aussi ambitieux que celui d'installer la démocratie dans un pays. Après, cela relevait de l'absurde ou de l'aventurisme et qu'il y a d'autres générations qui pouvaient prendre le relais et qui pouvaient être meilleures pour remplir cette mission. Donc, il faut être sage, il faut se mettre des limites aussi bien dans les projets que l'on essaye de réaliser que dans la vie en tant que passage qu'on a vécu dans cette vie. Et c'est la raison pour laquelle je voulais rendre hommage à mon grand-oncle aujourd'hui, qui est décédé à 95 ans et qui, il y a 2 ans déjà, m'a dit « ça suffit, bzef aliya, bzef aliya ». Et je rêverais que chacun de nous, là où il est, là où il se trouve,
que ce soit dans sa famille, dans son entreprise, dans son association, dans son parti politique ou dans son pays, qu'il connaisse ses limites. Et ces limites-là, chacun de nous les ressent à un moment ou à un autre. Car quand parfois on dépasse certaines limites, on abuse. Et quand on abuse, c'est la voie ouverte à tous les dérapages, à toutes les inconnues, parfois bonnes, parfois mauvaises, mais le plus souvent mauvaises. Et je crois que cette sagesse de mon grand-oncle, je vais me l'appliquer à moi-même. Et lorsque j'ai dit que j'allais m'engager pendant 20 ans pour essayer d'installer la démocratie en Algérie, c'est pas 21 ans, c'est pas 22 ans, c'est pas 30 ans, c'est 20 ans et pas plus. Donc c'est le premier hommage que je voulais rendre aujourd'hui à mon grand-oncle, le Hajj Mohamed Hussein, Rabbi yarhamou Inch'Allah, Inch'Allah Rabbil Alamin, يفتح له الأبواب الجنة. Inch'Allah ya Rabbil Alamin. La deuxième personne à laquelle je voulais rendre hommage, c'est au grand journaliste algérien qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelle Zohir Aberkan. C'est un nom d'emprunt. Un journaliste qui pendant 30 ans a essayé de faire son travail, de remplir sa mission le plus professionnellement possible. Je l'ai rencontré sur la web TV Maghreb émergent. Il était venu lors d'une conférence de presse, notamment le 10 mars 2021, lorsque nous étions barricadés par la gendarmerie. Et à l'époque, je faisais la promotion du principe d'un gouvernement de transition qui serait constitué exclusivement de femmes et d'hommes de loi afin de préparer l'Algérie vers une démocratie un peu plus transparente. Et vous savez que quand on fait de la politique, si on veut toucher le peuple, ce n'est pas avec de la grande littérature, ce n'est pas avec des grands concepts, aussi délicats soient-ils. Le peuple algérien aime les femmes et les hommes qui lui parlent avec des mots simples. Et lors de cette conférence de presse, auquel une dizaine de journalistes avaient participé, c'était en pleine rue parce que à l'époque on nous avait empêché d'accéder à un local pour organiser cette conférence de presse, mais ce n'est pas le plus important. Donc lors de cette conférence de presse en pleine rue, j'avais dit que cette idée de gouvernement de transition avec des femmes et des hommes de loi reflétait ma conception de la stratégie de l'oignon. Quand on parle d'oignon, ce n'est pas la même chose que quand on parle d'Aristote, de Platon, de Machiavel ou de Hegel. N'importe quel citoyen algérien comprend quand on lui parle d'oignon. Dans un oignon, il y a plusieurs couches. Et j'avais utilisé cette métaphore de l'oignon pour parler de ce gouvernement de transition avec différents partenaires, les militants, les intellectuels, les partis politiques et le peuple. Et à ce moment-là, notre ami et défunt Zohir Aberkan avait rigolé. Il trouvait que parler de stratégie de l'oignon, pour parler justement d'un gouvernement de transition, c'était à minima indélicat, au maximum se moquer du peuple. Et je lui avais expliqué en aparté, je lui ai dit, mon cher Zohir Aberkan, toi tu es un grand intellectuel, tu es un grand journaliste, toi quand tu écris des articles, tu es obligé de faire attention à tous les mots que tu utilises, car tu t'adresses à une élite. Mais moi qui fais de la politique en Algérie, je m'adresse à 45 millions d'Algériens et je veux que dans chaque douar de ce pays, depuis Tizi Ouzou jusqu'à Ain Ghazem, en passant par Ain Amenas, Tindouf et Marnia et Tiaret, je veux être compris par 45 millions d'Algériens et pas par 20 000 personnes qui vont acheter ton journal. C'est la grande différence qu'il y a entre un journaliste qui s'adresse à l'élite intellectuelle de ce pays et un homme politique qui s'adresse à 45 millions d'Algériens. Ce n'est pas les mêmes éléments de langage qu'on peut et qu'on doit utiliser. J'avais essayé de le convaincre, j'avais essayé de lui expliquer ma démarche, mais ça n'a pas marché. Ça m'est allé, c'est pas grave. Malgré son cynisme, je trouve toujours que c'était
un grand journaliste et on aimerait voir beaucoup de journalistes, de la carrure, de la stature, de l'intelligence et de l'honnêteté intellectuelle de Khouna Zohir Aberkan. Et c'est la raison pour laquelle, ce soir, j'ai voulu lui rendre hommage. Je ne peux pas me rendre au cimetière d'Al Alia, là où il est enterré aujourd'hui, car vous savez que tous mes déplacements sont limités en Algérie, mais c'était important pour moi, ce soir, jour de Ramadan, d'exprimer à la fois mon respect et de rendre hommage à ce grand monsieur, et j'espère que l'ensemble des journalistes algériens pourra s'inspirer de l'exemple de Si Zohir Aberkan. Rabbi Yarhamak Khouna Zohir Aberkan, et je présente toutes mes sincères condoléances à la famille de Khouna Zohir Aberkan. Inch'Allah, Rabbi yiftah alayhi al-abwab al-jannah, Inch'Allah. La troisième personne à laquelle je souhaiterais rendre hommage ce soir, c'est un homme de presse aussi, qui s'appelle Jean-Yves Le Fur. Il est très connu en France dans le milieu de la jet set. Il a créé 2 grands magazines. Un, c'est Première, un autre, c'est DS Magazine. Il est surtout connu dans le milieu de la mode, car c'est quelqu'un qui a réalisé, produit des documentaires sur le milieu de la haute couture, qui ont été diffusés notamment sur TF1 et sur Canal+. Bref, c'est un homme de réseau. Donc les gens connaissent le Jean-Yves Le Fur, homme de réseau, homme de médias, homme de paillettes. Mais moi, j'ai connu, en 98, un homme d'une grande profondeur. Très peu de gens savent que Jean-Yves Le Fur est né en banlieue, à Créteil. Créteil, c'est à 2 km de Choisy-le-Roi, là où j'ai vécu pendant 40 ans. Et si j'ai souhaité ce soir rendre hommage à Jean-Yves Le Fur, qui nous a quittés il y a 3 jours, c'est justement pour dire à quel point c'était un homme d'une grande profondeur, d'une grande gentillesse et d'une grande générosité. Et je vais vous dire pourquoi. Lorsque j'avais publié en 97 mes 2 premiers livres avec mon acolyte de l'époque qui s'appelait Léonard, on avait regardé une émission où justement on voyait que une grande mannequin de l'époque qui s'appelait Karen Mulder disait qu'elle était prête à fonder une fondation pour les jeunes de cité. Et pour nous, c'était une grande surprise de voir qu'une grande top modèle internationale comme Karen Mulder, qui décide de créer une fondation pour les jeunes de cité, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et lorsque nous avions décidé de prendre la tâche de Karen Mulder, nous sommes tombés justement sur Jean-Yves Le Fur, qui était le producteur de Karen Mulder, et il nous a dit: si vous voulez, je vous donne rendez-vous et je vais vous expliquer pourquoi je veux créer cette fondation en partenariat avec Karen Mulder. Et lorsque nous l'avons rencontré, c'est là où il nous a dit: écoutez les gars, si j'ai décidé de vous donner rendez-vous, c'est parce que justement je me reconnais en vous. Moi aussi j'étais jeune de banlieue, moi aussi j'ai essayé de réussir dans ma vie, c'était très difficile lorsqu'on ne connaît personne. Et en effet, donc comme je viens de vous le dire, Jean-Yves Le Fur habitait à Créteil en banlieue parisienne, et au début de sa carrière, il ne connaissait personne. C'était un grand joueur de tennis, il avait une belle bouille comme on dit, c'était un beau mec, et c'est grâce à son talent de joueur de tennis et de beau gosse qu'il avait réussi à rencontrer la fille du prince de Monaco, donc Stéphanie de Monaco, et de fil en aiguille, il a réussi à créer un réseau extraordinaire et à connaître beaucoup de monde dans tous les domaines, dans le domaine médiatique, dans le domaine politique, dans le domaine culturel, dans le domaine social, mais il n'a pas oublié d'où il venait. Et à l'époque, il nous avait dit: écoutez, dites-moi comment je peux vous aider. Nous, à l'époque, on venait de sortir 2 livres, donc aux éditions Robert Laffont, et je tiens à rendre hommage aussi d'ailleurs le patron des éditions Robert Laffont, qui s'appelle monsieur Bernard Fixot, qui est aujourd'hui très très malade en Californie, à Los Angeles, avec sa femme qui le soutient énormément, qui est madame Valériane Giscard d'Estaing, une femme d'exception aussi.
Et je voulais aussi rendre hommage aussi à l'ancien directeur général des éditions Berlafont, qui est M. Antoine Audouard, qui aussi a eu un AVC il y a une douzaine d'années. Et ce sont des hommes très importants dans ma vie, qui ont beaucoup compté, dont les exemples m'ont beaucoup inspiré. C'est pour ça, ce soir, je veux leur rendre hommage. Donc Jean-Yves Le Fur a décidé de réaliser un reportage de 27 minutes pour raconter notre parcours dans ces cités. Et donc c'est comme ça que Jean-Yves Le Fur, qui, loin des paillettes, loin du milieu de la mode, loin du milieu de la haute couture, loin des palaces, n'a pas oublié d'aider celles et ceux qui voulaient aussi s'en sortir et qui venaient des cités comme lui. Donc je voulais faire ce témoignage aujourd'hui car Jean-Yves Le Fur nous a quittés à l'âge de 59 ans suite à un AVC. Pardon, suite à un cancer du pancréas, pardon. Un cancer du pancréas. 59 ans, donc il est mort à l'hôpital américain de Neuilly. Donc c'est Zohira Berkan qui est mort d'un AVC, mesquin. Rabbi yarhamah. Donc tout ça pour vous dire que il ne faut pas s'arrêter à l'image que certaines personnes peuvent donner. Il y a une profondeur qui ne ressort pas forcément devant une caméra ou dans un article de presse. Cette profondeur, pour la découvrir, il faut rencontrer les gens. Il faut rencontrer les hommes et les femmes dans leur milieu, hors caméra. Et là, vous découvrez cette profondeur. Là, vous découvrez leur vécu, leurs souffrances, leurs difficultés. Et c'est la raison pour laquelle je ne m'arrête jamais aux apparences. Quand je rencontre quelqu'un, j'essaie de voir ce que cette personne est au plus profond d'elle-même. Je ne me contente pas de la première image, de la première apparence. Et malheureusement, dans cette civilisation au milieu de laquelle nous évoluons, nous ne prenons pas le temps de découvrir ce que sont les personnes au plus profond d'eux-mêmes. Nous nous arrêtons à la première image, aux premières impressions. Et c'est pourquoi les choses n'avancent pas. Pire, elles deviennent dramatiques. Il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité, aussi bien entre la Russie et l'Ukraine qu'entre Israël et la Palestine. On a l'impression que 50 siècles de civilisation, depuis l'Égypte antique, c'est-à-dire moins 3000 avant Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que l'être humain n'a absolument pas évolué. Il a plutôt involué. C'est l'inverse de l'évolution. Et pourtant, nous avons tous les moyens techniques et technologiques de communication pour communiquer, pour échanger, pour dialoguer. Nous avons des traducteurs automatiques qui nous permettent de dépasser les obstacles de l'incompréhension linguistique. Et malgré cela, il n'y a jamais eu autant de conflits, il n'y a jamais eu autant d'incompréhension, il n'y a jamais eu autant de violence, il n'y a jamais eu autant d'a priori, il n'y a jamais eu autant de polémiques stériles qui font qu'aujourd'hui, la vie humaine a perdu de sa sacralité. Et c'est pas pour rien que je profite de cet hommage à ces trois personnes pour vous parler de la sacralité de la vie. Car autant mon grand-oncle est mort à un âge avancé, à l'âge de 95 ans, autant ces deux hommes de presse que sont si Zohira Berkan et si Jean-Yves Le Fur sont morts, le premier à 60 ans, le deuxième à 59 ans, même pas l'âge de la retraite. Ils n'ont même pas pu profiter de leur retraite. Ils sont morts brutalement. Car l'être humain, malheureusement, a cette tendance incroyable, c'est qu'il oublie qu'à tout moment, on peut quitter cette terre. C'est pas nous qui décidons de la date à laquelle nous allons mourir. C'est, pour les croyants, Dieu, pour les athées, c'est le destin.
c'est le hasard. Mais je crois que l'on soit croyant ou que l'on soit athée, il est important de sacraliser cette vie humaine, de lui donner toute sa valeur, de ne pas jouer avec, de ne pas mettre en danger aussi bien des citoyens que des collectivités ou des pays tout entiers. Quand on voit les massacres, les génocides qu'il y a, aussi bien en Russie qu'en Palestine, devant l'indifférence générale de près de 8 milliards d'individus, on a de quoi se poser des questions sur que sommes-nous devenus, nous, en tant qu'êtres humains, nous, en tant qu'êtres de raison, nous, en tant qu'êtres de passion, nous, en tant qu'êtres de croyance. Comment pouvons-nous laisser des milliers de femmes, d'enfants, d'hommes, de vieillards mourir dans notre indifférence totale et nous continuons à vivre, à manger, à nous amuser, à voyager, comme si de rien n'était, comme si cela ne nous touchait pas, comme si cela ne nous concernait pas. Alors comment resacraliser cette vie humaine? Comment considérer que les souffrances des Ukrainiens, les souffrances des Palestiniens sont aussi nos propres souffrances? Comment on peut à nouveau avoir de la hauteur de vue? Comment on peut retrouver cette humanité partagée? Peut-être en parlant, peut-être en dialoguant, peut-être en essayant de nous intéresser davantage à ce qui se passe, aller au-delà des frontières terrestres de nos États-nations qui nous ont totalement embrigadés et nous ont empêchés et nous empêchent toujours d'aller vers l'universel. Car les religions, qu'elles soient abrahamiques comme le judaïsme, le christianisme ou l'islam, ou qu'elles soient agnostiques comme le bouddhisme, sont des systèmes de croyances universels. Et malheureusement, cette universalité de ces systèmes de croyances a été brisée par ce particularisme des États. Aujourd'hui, l'humanité, c'est autour de 200 États. Et chacun ne s'intéresse qu'à ce qui se passe au sein de son propre État, sans s'intéresser à ce qui se passe de l'autre côté de sa frontière. Alors qu'il y a 20 siècles, l'universalisme justement du christianisme ou de l'islam il y a 15 siècles, c'était justement d'aller au-delà des frontières terrestres pour considérer que l'homme ou la femme qui est de l'autre côté des frontières, c'est aussi notre frère, c'est aussi notre sœur. Les États contemporains depuis le 19e siècle ont considéré que celle et celui qui est au-delà de nos frontières ne sont pas nos frères, ne sont pas nos sœurs. Donc nous avons régressé depuis le 19e siècle en termes de ressenti de cet universalisme de l'humanité. Aujourd'hui, il n'y a plus d'humanité. C'est un mot qui est galvaudé, c'est un mot qu'on utilise, mais qui dans la réalité ne représente plus rien. Et c'est pas pour rien que j'ai voulu rendre hommage à 3 personnes différentes, à la fois mon grand-oncle parce que c'est ma famille, à la fois à Zohera Berkane parce que c'est un journaliste algérien, mais j'ai aussi rendu hommage à un Français qui est chrétien, qui n'est pas musulman, parce qu'il est aussi mon frère en humanité, et que l'humanité ne doit pas être emprisonnée dans des frontières. Nous avons d'abord une humanité au-delà de la religion, au-delà des États, en tant que création commune. Nous sommes une création commune. Nous sommes, quelles que soient nos religions, quelles que soient nos couleurs, quelles que soient nos idéologies, quelles que soient nos idées, quelles que soient nos opinions, nous sommes d'abord et avant tout des êtres humains qui peuplons cette terre. Et je crois qu'il est important de revenir à ces dimensions d'humanité au-delà de ces différences artificielles qui, au lieu de nous rassembler, nous divisent. La raison était là pour nous rassembler, aujourd'hui elle nous divise. La religion était là pour nous rassembler, aujourd'hui elle nous divise. Donc je crois qu'au-delà de la raison,
au-delà de la religion, il faut revenir aux fondamentaux de l'humanité. C'est que nous sommes tous des êtres humains. Et si on ne revient pas à ces fondamentaux de notre humanité partagée, il y aura d'autres violences, il y aura d'autres souffrances, il y aura d'autres drames, d'autres génocides. Et ainsi, de façon cyclique, nous allons déplorer, nous allons peut-être pleurer, nous allons écrire, nous allons commenter, mais nous n'allons pas mettre fin à ce cycle mortifère qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à se solidariser avec les souffrances des Ukrainiens ou les souffrances des Palestiniens, parce que les uns sont chrétiens orthodoxes ou les autres musulmans ou chrétiens. Donc, ce soir, c'est simplement une invitation que je voulais vous faire à réfléchir à ce qui nous unit et pas à ce qui nous divise. Car si nous continuons sur cette voie-là, d'autres drames sont à prévoir et chacun de nous a assez de conscience, a assez de raison, a assez d'expérience, assez de vécu pour comprendre que ça doit suffire, qu'on doit rendre hommage à toutes les victimes sur cette terre, et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai voulu rendre hommage à 2 musulmans, mon grand-oncle, M. Zohair Abarkan, et un chrétien, M. Jean-Yves Le Fur. Que la paix soit sur leur âme. Rabbi yarhamhum inshallah. Sahaf Torkom ou Sahar Ramzankom. Salam alaikum.